Chapitre 10, la patrie. Octobre, le 12, 7 heures du matin. Les nuits sont déjà devenues froides et longues. Le soleil ne me réveille plus derrière mes rideaux longtemps avant l'heure du travail. Et, lors même que mes yeux sont ouverts, la douce chaleur du lit me retient enchaîné sous mon édredon. Tous les matins, il s'élève un long débat entre ma diligence et ma paresse. Et, chaudement enveloppée jusqu'aux yeux, j'attends, comme le Gascon, qu'elles aient réussi à se mettre d'accord. Ce matin, cependant, une lueur qui se glissait à travers ma porte jusqu'à mon chevet m'a réveillé plus tôt que d'habitude. J'ai eu beau me retourner de tous les côtés, la clarté obstinée m'a poursuivi de position en position comme un ennemi victorieux. Enfin, à bout de patience, je me suis levé sur mon séant et j'ai lancé mon bonnet de nuit au pied du lit. J'observais, entre parenthèses, que les différentes évolutions de cette pacifique coiffure paraissent avoir été de tout temps le symbole des mouvements passionnés de l'âme. Car notre langue leur a emprunté ces images les plus usuelles. C'est ainsi que l'on dit « mettre son bonnet de travers », jeter son bonnet par-dessus les moulins, avoir la tête près du poney, etc. Quoi qu'il en soit, je me suis levé de fort mauvaise humeur. Pestant contre mon nouveau voisin qui s'avise de veiller quand je veux dormir, nous sommes tous ainsi faits. Nous ne comprenons pas que les autres hommes puissent vivre pour leur propre compte. Chacun de nous ressemble à la terre d'un vieux système de Ptolémée et veut que l'univers entier tourne autour de lui. Sur ce point, pour employer la métaphore déjà signalée plus haut, tous les hommes ont la tête dans le même bonnet. J'allais provisoirement, comme je l'ai déjà dit, lancer le mien à l'autre bout de mon alcôve et je dégageais lentement mes jambes des chaudes couvertures en faisant une foule de réflexions maussades sur l'inconvénient des voisins. Il y a un mois encore, je n'avais point à me plaindre de ceux que le hasard m'avait donnés. La plupart ne rentraient que pour dormir et ressortaient dès leur réveil. J'étais presque toujours seul à ce haut étage, seul avec les nuées et les passereaux. Mais à Paris, rien n'est durable. Le flot de la vie roule les destinées comme des algues détachées du rocher. Les demeures sont des vaisseaux qui ne reçoivent que des passagers. Combien de visages différents j'ai vu traverser ce long corridor de nos mansardes. Combien de compagnons de quelques jours disparus pour jamais. Les uns sont allés se perdre dans cette mêlée de vivants qui tourbillonnent sous le fouet de la nécessité. Les autres dans cette litière de morts qui dorment sous la main de Dieu. Pierre le relieur est un de ces derniers. Retiré dans son égoïsme, il était resté sans famille, sans amis. Il est mort seul comme il avait vécu. Sa perte n'a été pleurée de personne, n'a rien dérangé dans le monde. Il y a eu seulement une fosse remplie au cimetière et une mansarde vide dans notre faubourg. C'est elle que mon nouveau voisin occupe depuis quelques jours. À vrai dire, maintenant que je suis tout à fait réveillé et que ma mauvaise humeur est allée rejoindre mon bonnet, à vrai dire, ce nouveau voisin, pour être plus matineux qu'il ne conviendrait à ma paresse, n'en est pas moins un fort brave homme. Il porte sa misère comme bien peu savent porter leur heureuse fortune, avec gaieté et modération. Cependant, le sort l'a cruellement éprouvé. Le père Chauffour n'est plus qu'une ruine d'homme. À la place d'un de ses bras pend une manche repliée. La jambe gauche sort de chez le tourneur et la droite se traîne avec peine. Mais au-dessus de ces débris se dresse un visage calme et jovial. En voyant ce regard rayonnant d'une sereine énergie, en entendant sa voix dont la fermeté est, pour ainsi dire, accentuée de bonté, on sent que l'âme est restée entière dans l'enveloppe à moitié détruite. La forteresse est un peu endommagée, comme dit le père Chauffour, mais la garnison se porte bien. Décidément, plus je me rappelle cet excellent homme, plus je me reproche l'espèce de malédiction que je lui ai jetée en me réveillant. Nous sommes en général trop indulgents pour ces torts secrets envers notre prochain. Toute malveillance qui ne sort pas du domaine de la pensée nous semble innocente, et dans notre grossière justice, nous absolvons sans examen le péché qui ne s'est point traduit par l'action. Mais ne sommes-nous donc tenus envers les autres qu'à l'exécution des codes ? Outre les relations de fait,
N'y a-t-il point entre les hommes une sérieuse relation de sentiment? Ne devons-nous point à tous ceux qui vivent sous le même ciel que nous le secours non seulement de nos actes, mais de nos intentions? Chaque destinée humaine ne doit-elle pas être pour nous un vaisseau que nous accompagnons de nos vœux d'heureux voyage? Il ne suffit pas que les hommes ne se nuisent point les uns les autres. Il faut encore qu'ils s'entraident, il faut qu'ils s'aiment. La bénédiction du pape Urbi et Orbi devrait être l'éternel cri de tous les cœurs. Maudire qui ne l'a point mérité, même antérieurement, même en passant, c'est contrevenir à la grande loi, celle qui a établi ici-bas l'association des âmes, et à laquelle le Christ a donné le doux nom de charité. Ces scrupules me sont venus pendant que j'achève de m'habiller. Et je me suis dit que le père Chauffour avait droit à une réparation. Pour compenser le mouvement de malveillance de tout à l'heure, je lui dois un témoignage ostensible de sympathie. Je l'entends fredonner chez lui, il est au travail. Je veux lui faire le premier ma visite de voisinage. 8 heures du matin. J'ai trouvé le père Chauffour devant une table éclairée par une petite lampe fumeuse sans feu, bien qu'il fasse déjà froid et fabricant de grossiers cartonnages. Il murmurait entre ses dents un refrain populaire. Au moment où j'ai entrouvert la porte, il a poussé une exclamation de joyeuse surprise. « Ah, c'est vous, voisin, entrez donc !» Je ne vous croyais pas si matinal. Aussi, j'avais mis une sourdine à ma chanterelle, j'avais peur de vous réveiller. Excellent homme. Tandis que je l'envoyais au diable, il se gênait pour moi. Cette idée m'a touché. Et je lui ai fait comme voisin mes compliments de bienvenue avec une expansion qui lui a ouvert le cœur. « Ma foi, vous m'avez l'air d'un bon chrétien, m'a-t-il dit d'un ton de cordialité soldatesque en me serrant la main. J'aime pas les gens qui regardent le corridor comme une frontière et traitent les voisins en cosaques. Quand on mange du même air et qu'on parle le même jargon, on n'est pas fait pour se tourner le dos. Asseyez-vous là, voisin, sans vous commander. Seulement, prenez garde au tabouret, il n'a que 3 pieds, et il faut que la bonne volonté tienne lieu du 4e. Il me semble que c'est une richesse qui ne vous manque point ici, ai-je fait observer. Ah, la bonne volonté, a répété Chauffour, c'est tout ce que m'a laissé ma mère, et j'estime qu'aucun fils n'a reçu un meilleur héritage. Aussi, à la batterie, il m'appelait Monsieur Content. Ah, vous avez servi ? Ah, dans le 3e d'artillerie, pendant la République, et plus tard dans la garde, pendant tout le tremblement. J'étais à Jemmapes et à Waterloo, comme on dirait, au baptême et à l'enterrement de notre gloire. Je le regardais avec étonnement. « Et quel âge aviez-vous donc à Jemmapes ?» demandai-je. « Ah, quelque chose comme 15 ans, dit-il. »« Et vous avez eu l'idée de servir si jeune ?» Ah, c'est-à-dire que je n'y songeais pas. Je travaillais alors dans la bimbeloterie sans penser que la France pût me demander autre chose que de lui fabriquer des damiers, des volants et des bilboquets. Mais j'avais à Vincennes un vieil oncle que j'allais voir de loin en loin, un ancien de Fontenoy, arrangé dans mon genre, mais un savant qui en eût remontré à des maréchaux. Malheureusement, dans ce temps-là, il paraît que les gens de rien n'arrivaient pas à la vapeur. Mon oncle, qui avait servi de manière à être nommé prince sous l'autre, était alors retraité comme simple sous-lieutenant. Mais fallait le voir avec son uniforme, sa croix de Saint-Louis, sa jambe de bois, ses moustaches blanches et sa belle figure. On eût dit le portrait de ces vieux héros en cheveux poudrés qui sont à Versailles. Toutes les fois que je le visitais, il me disait des choses qui me restaient dans l'esprit. Mais un jour, je le trouvais tout sérieux. « Jérôme, me dit-il, sais-tu ce qui se passe à la frontière ?»« Bah non, lieutenant, que je lui réponds. »« Eh bien, qu'il reprend, la patrie est en péril. » Je ne comprenais pas bien, et cependant, ça me fit quelque chose. « Tu n'as peut-être jamais pensé à ce qu'est la patrie, reprit-il en me posant une main sur l'épaule. C'est tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'a élevé et nourri, tout ce que tu as aimé. Cette campagne que tu vois, ces maisons, ces arbres, ces jeunes filles qui passent là en riant, c'est la patrie. Les lois qui te protègent, le pain qui paye ton travail,
les paroles que tu échanges, la joie et la tristesse qui te viennent des hommes et des choses parmi lesquels tu vis. C'est la patrie. La petite chambre où tu as vu autrefois ta mère, les souvenirs qu'elle t'a laissés, la terre où elle repose, c'est la patrie. Tu la vois, tu la respires partout. Figure-toi, mon fils, tes droits et tes devoirs, tes affections et tes besoins, tes souvenirs et ta reconnaissance, réunis tout ça sous un seul nom. Et ce nom-là sera la patrie. J'étais tremblant d'émotion, avec de grosses larmes dans les yeux. Ah, j'entends, m'écriai-je. C'est la famille en grand, c'est le morceau du monde où Dieu a attaché notre corps et notre âme. Juste, Jérôme, continua le vieux soldat. Aussi, tu comprends, n'est-ce pas, ce que nous lui devons. Ah, parbleu, que je repris. Nous lui devons tout ce que nous sommes, c'est une affaire de cœur. Et de probité, mon enfant, qu'il acheva. Le membre d'une famille qui n'y apporte pas sa part de service, de bonheur, manque à ses devoirs et est un mauvais parent. L'associé qui n'enrichit pas la communauté de toutes ses forces, de tout son courage, de toutes ses bonnes intentions, la fraude de ce qui lui appartient et est un malhonnête homme. De même, celui qui jouit des avantages d'avoir une patrie sans en accepter toutes les charges forfaites à l'honneur et est un mauvais citoyen. Et que faut-il faire, lieutenant, pour être bon citoyen, demandai-je. Faire pour sa patrie ce qu'on ferait pour son père et sa mère, dit-il. Je ne répliquai rien sur le moment. J'avais le cœur gonflé, le sang qui me bouillait dans le cerveau. Mais en revenant le long du chemin, les paroles de mon oncle étaient, pour ainsi dire, écrites devant mes yeux. Je répétais « Fais pour ta patrie ce que tu ferais pour ton père et pour ta mère ». Et la patrie est en péril, les étrangers l'attaquent, tandis que moi, je tourne des bilboquets. Cette idée-là me travailla si bien dans l'esprit que toute la nuit que le lendemain, je retournai à Vincennes pour annoncer au lieutenant que je venais de m'enrôler et que je partais pour la frontière. Le brave homme me serra sur sa croix de Saint-Louis et je m'en allais fier comme un représentant en mission. Voilà comment, voisin, je suis devenu volontaire de la République avant d'avoir fait mes dents de sagesse. Tout cela était dit sans emphase, avec la gaieté délibérée des hommes qui ne regardent le devoir accompli ni comme un mérite, ni comme un fardeau. Le père Chauffour s'animait en parlant, non à cause de lui, mais pour les choses même. Évidemment, ce qui l'occupait dans le drame de la vie, ce n'était point son rôle, c'était la pièce. Cette espèce de désintéressement, d'amour-propre m'a touché. J'ai prolongé ma visite et je lui ai montré une grande confiance afin de mériter la sienne. Au bout d'une heure, il savait ma position et mes habitudes. J'étais déjà pour lui une vieille connaissance. Je lui ai même avoué la mauvaise humeur que la lueur de sa lampe m'avait donnée quelques instants auparavant. Il a reçu ma confidence avec cette gaieté affectueuse des cœurs bien faits qui prennent toutes choses du bon côté. Il ne m'a parlé ni du besoin qui l'obligeait au travail quand je prolongeais mon sommeil, ni du dénuement du vieux soldat opposé à la mollesse du jeune commis. Il s'est seulement frappé le front en s'accusant d'étourderie et m'a promis de garnir sa porte de bourrelet. Ô grande et belle âme, chez laquelle rien ne tourne en amertume et qui n'a de force que pour la bienveillance et le devoir. 15 octobre. Ce matin, je regardais une petite gravure, encadrée par moi et placée au-dessus de ma table de travail. C'est un dessin où Gavarni, devenu sérieux, a représenté un vétéran et un conscrit. À force de contempler ces deux figures d'expression si diverses et si vives, toutes les deux se sont animées devant mes yeux. Je les ai vues se mouvoir, je les ai entendues se parler. L'image est devenue une scène vivante dont je me trouvais le spectateur. Le vétéran avançait lentement, une main appuyée sur l'épaule du jeune soldat. Ses yeux, à jamais fermés, n'apercevaient plus le soleil qui scintillait à travers les marronniers en fleurs. À la place du bras droit se pliait une manche vide, et l'une des cuisses reposait sur une jambe de chêne dont le retentissement sur le pavé faisait retourner les passants. À la vue de ces vieux débris de nos luttes patriotiques, la plupart hochaient la tête avec une pitié affligée et faisaient entendre une plainte ou une malédiction. « Voilà à quoi sert la gloire », disait un gros marchand en détournant les yeux avec horreur. « Déplorable emploi d'une vie humaine », reprenait un jeune homme qui portait sous le bras un volume de philosophie.
Le troupier aurait mieux fait de ne point quitter sa charrue, ajoutait un paysan d'un air narquois. Pauvre vieux, murmurait une femme presque attendrie. Le vétéran a entendu et son front s'est plissé. Car il lui semble que son conducteur est devenu pensif. Frappé de ce qui se répète autour de lui, il répond à peine aux questions du vieillard et son regard vaguement perdu dans l'espace paraît y chercher la solution de quelque problème. Les moustaches grises du vétéran se sont agitées. Il s'arrête brusquement et, retenant du bras qui lui reste son jeune conducteur, « Ils me plaignent tous, dit-il, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si je voulais leur répondre... » Que leur diriez-vous, mon père demande le jeune garçon avec curiosité. Je dirais d'abord à la femme qui s'afflige en me regardant de donner ses larmes à d'autres malheurs, car chacune de mes blessures appelle un effort tenté pour le drapeau. On peut douter de certains dévouements, le mien est visible. Je porte sur moi des états de service écrits avec le fer et le plomb des ennemis. Me plaindre d'avoir fait mon devoir, c'est supposer qu'il eût mieux valu le trahir. Et que répondriez-vous au paysan, père ? Je lui répondrais que, pour conduire paisiblement la charrue, il faut d'abord garantir la frontière, et que tant qu'il y aura des étrangers prêts à manger notre moisson, il faudra des bras pour la défendre. Mais le jeune savant aussi a secoué la tête en déplorant un pareil emploi de la vie. Mais parce qu'il ne sait pas ce que peuvent apprendre le sacrifice et la souffrance. Les livres qu'il étudie, nous les avons pratiqués, nous, sans les connaître. Les principes qu'il applaudit, nous les avons défendus avec la poudre et la baïonnette. Et au prix de vos membres et de votre sang, le bourgeois l'a dit en voyant ce corps mutilé. Voilà à quoi sert la gloire. Ne le crois pas, mon fils. La vraie gloire est le pain du cœur. C'est elle qui nourrit le dévouement, la patience, le courage. Le maître de tout l'a donné comme un lien de plus entre les hommes. Vouloir être remarqué par ses frères, n'est-ce point encore leur prouver notre estime et notre sympathie ? Le besoin d'admiration n'est qu'un des côtés de l'amour. Non, non, la gloire juste n'est jamais trop payée. Ce qu'il faut déplorer, enfant, ce ne sont pas les infirmités qui constatent un généreux sacrifice, mais celles qu'ont appelées nos vices et nos imprudences. Ah, si je pouvais parler haut à ceux qui me jettent en passant un regard de pitié, je crierais à ce jeune homme dont les excès ont obscurci les yeux avant l'âge. Qu'as-tu fait de tes yeux ? À l'oisif qui traîne avec effort sa masse énervée, qu'as-tu fait de tes pieds ? Au vieillard que la goutte punit de son intempérance, qu'as-tu fait de tes mains ? Et à tous, qu'avez-vous fait des jours que Dieu vous avait accordés, des facultés que vous deviez employer au profit de vos frères ? Si vous ne pouvez répondre, ne plaignez plus le vieux soldat mutilé pour le pays, car lui, il peut du moins montrer ses cicatrices sans rougir. 16 octobre. La petite gravure m'a fait mieux comprendre les mérites du père Chauffour, et je l'en ai estimé davantage. Il sort à l'instant de ma mansarde. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il vienne travailler près de mon feu ou sans que j'aille m'asseoir et causer près de son établi. Le vieil artilleur a beaucoup vu et raconte volontiers. Voyageur armé pendant 20 ans à travers l'Europe, il a fait la guerre sans haine, avec une seule idée, l'honneur du drapeau national. Ça a été là sa superstition, si l'on veut. Mais ça a été en même temps sa sauvegarde. Ce mot de France qui retentissait alors si glorieusement dans le monde lui a servi de talisman contre toutes les tentations. Avoir à soutenir un grand nom peut sembler un fardeau aux natures vulgaires, mais pour les forts, c'est un encouragement. J'ai bien eu aussi des instants, me disait-il l'autre jour, où j'aurais été porté à cousiner avec le diable. La guerre n'est pas précisément une école de vertu champêtre. À force de brûler, de démolir et de tuer, vous vous raccordissez un peu à l'endroit des sentiments. Et quand la baïonnette vous a fait roi, il vous vient parfois des idées d'autocrate un peu fortes en couleur. Mais à ces moments-là,
je me rappelais la patrie dont m'avait parlé le lieutenant, et je me disais tout bas le mot connu, toujours français. On en a ri depuis. Des gens qui feraient de la mort de leur mère un calembour ont tourné la chose en ridicule, comme si le nom de la patrie n'était pas aussi une noblesse qui obligeait. Pour mon compte, je n'oublierai jamais de combien de sottises ce titre de français m'a préservé. Quand la fatigue prenait le dessus et que je me trouvais en arrière du drapeau et que les coups de fusil pétillaient à l'avant-garde, j'entendais bien parfois une voix qui me disait à l'oreille « Laisse les autres se débrouiller et pour aujourd'hui, ménage ta peau ». Mais ce mot français grondait alors en moi et je courais au secours de la brigade. D'autres fois, quand la faim, le froid, les blessures m'avaient agacé les nerfs et que j'arrivais chez quelques Beiner, Mossad, il me prenait bien une démangeaison d'éreinter l'hôte et de brûler la baraque. Mais je me disais tout bas « français », et ce nom-là ne pouvait rimer avec incendiaire ni avec meurtrier. J'ai traversé ainsi les royaumes de l'Est à l'Ouest et du Nord au Midi, toujours occupé de ne pas faire affront au drapeau. Le lieutenant, voyez-vous, m'avait appris le mot magique, la patrie. Il ne s'agissait pas seulement de la défendre, il fallait l'agrandir et la faire aimer. 17 octobre. J'ai fait aujourd'hui une longue visite chez mon voisin. Un mot prononcé au hasard a amené une nouvelle confidence. Je lui demandais si les 2 membres dont il était privé avaient été perdus à la même bataille. Non pas, m'a-t-il répondu. Le canon ne m'avait pris que la jambe, ce sont les carrières de Clamart qui ont mangé le bras. Et comme je lui demandais des détails, c'est simple comme bonjour, a-t-il continué. Après la grande débâcle de Waterloo, j'étais demeuré 3 mois aux ambulances pour laisser à ma jambe le bois le temps de pousser. Une fois en mesure de remboîter le pas, je pris congé du major et je me dirigeais sur Paris, où j'espérais trouver quelques parents, quelques amis. Mais rien, tout était parti ou sous terre. J'aurais été moins étranger à Vienne, à Madrid et à Berlin. Cependant, pour avoir une jambe de moins à nourrir, je n'en étais pas plus à mon aise. L'appétit était revenu et les derniers sous s'envolaient. À la vérité, j'avais rencontré mon ancien chef d'escadron, qui se rappelait que je l'avais tiré de la bagarre à Montereau en lui donnant mon cheval, et qui m'avait proposé chez lui une place au feu et à la chandelle. Je savais qu'il avait épousé l'année d'avant un château et pas mal de fermes, de sorte que je pouvais devenir à perpétuité brosseur d'un millionnaire, ce qui n'était pas sans douceur. Restait à savoir si je n'avais rien de mieux à faire. Un soir, je me mis à réfléchir. « Voyons, Chauffour, que je me dis, il s'agit de se conduire comme un homme. La place chez le commandant te convient, mais ne peux-tu rien faire de mieux? Tu as encore le torse en bon état et les bras solides. Est-ce que tu ne dois pas toutes tes forces à la patrie, comme disait l'oncle de Vincennes? Pourquoi ne pas laisser quelque ancien plus démoli que toi prendre ses invalides chez le commandant? Allons, troupier, encore quelques charges à fond puisqu'il te reste du poignet. Faut pas se reposer avant le temps. » Sur quoi, j'allais remercier le chef d'escadron et offrir mes services à un ancien de la batterie qui était rentré à Clamart dans son foyer respectif et qui avait repris la pince de carrier. Pendant les premiers mois, je fis le métier de conscrit, c'est-à-dire plus de mouvement que de besogne. Mais avec de la bonne volonté, on vient à bout des pierres comme de tout le reste. Sans devenir, comme on dit, une tête de colonne, je pris mon rang en serre-file parmi les bons ouvriers et je mangeais mon pain à de bon appétit vu que je le gagnais de bon cœur. C'est que, même sous le tube, voyez-vous, j'avais gardé ma gloriole. L'idée que je travaillais pour ma part à changer les roches en maison me flattait intérieurement. Je me disais tout bas « Courage, Chauffour, mon vieux, tu aides à embellir ta patrie. » Et ça me soutenait le moral. Malheureusement, j'avais parmi mes compagnons des citoyens un peu trop sensibles au charme du cognac. Si bien qu'un jour, l'un d'eux, qui voyait sa main gauche à droite, s'avisa de battre le briquet près d'une mine chargée. La mine prit feu, sans dire gare, et nous envoya une mitraille de cailloux qui tua 3 hommes et emporta le bras dont il ne me reste plus que la manche. « Ainsi, vous étiez de nouveau sans état ?» dis-je au vieux soldat. « C'est-à-dire qu'il fallait en changer, » reprit-il tranquillement. « Le difficile était d'en trouver un qui se contentât de 5 doigts au lieu de 10. Je le trouvais pourtant. Où cela ? Parmi les balayeurs de Paris. »« Quoi ?
vous avez fait partie de l'escouade de salubrité, un peu voisin. Et c'est pas mon plus mauvais temps. Le corps du balayage n'est pas si mal composé que mal propre, savez-vous ? Il y a là d'anciennes actrices qui n'ont pas su faire d'économie, des marchands ruinés à la bourse. Nous avions même un professeur d'humanité qui, pour un petit verre, vous récitait du latin ou des tragédies à votre choix. Tout ça n'eût pas pu concourir pour le prix Monthyon, mais la misère faisait pardonner les vices et la gaieté consolait de la misère. J'étais aussi gueux et aussi gai tout en tâchant de valoir un peu mieux. Même dans la fange du ruisseau, j'avais gardé mon opinion que rien ne déshonore de ce qui peut être utile au pays. Chauffour, je me disais en riant tout bas, après l'épée, le marteau, après le marteau, le balai, tu dégringoles, mon vieux, mais tu sers toujours ta patrie. Cependant, vous avez fini par quitter votre nouvelle profession, ai-je repris. Pour cause de réforme, voisin. Les balayeurs ont rarement le pied sec, et l'humidité a fini par raviver les blessures de ma bonne jambe. Je ne pouvais plus suivre l'escouade, il a fallu déposer les armes. Voilà 2 mois que j'ai cessé de travailler à l'assainissement de Paris. Au premier instant, ça m'a étourdi. De mes 4 membres, il ne me restait plus que la main droite, et encore avait-elle perdu sa force. Fallait donc lui trouver une occupation bourgeoise. Après avoir essayé un peu tout, je suis tombé sur le cartonnage, et me voilà fabriquant d'étuis pour les pompons de la garde nationale. C'est une œuvre peu lucrative, mais à la portée de toutes les intelligences. En me levant à 4 heures et en travaillant jusqu'à 8, je gagne 65 centimes, le logement et la gamelle en prennent 50, reste 3 sous pour les dépenses de luxe. Je suis donc plus riche que la France, puisque j'équilibre mon budget et je continue à le servir, puisque je lui économise ses pompons. À ces mots, le père Chauffour m'a regardé en riant, et ses grands ciseaux ont commencé à couper le papier vert pour ses étuis. Je suis resté attendri et tout pensif. Encore un membre de cette phalange sacrée qui, dans le combat de la vie, marche toujours en avant pour l'exemple et le salut du monde. Chacun de ces hardis soldats a son cri de guerre. Celui-ci la patrie, celui-là la famille, cet autre l'humanité. Mais tous suivent le même drapeau, celui du devoir. Pour tous règne la même loi divine, celle du dévouement. Aimer quelque chose plus que soi-même, là est le secret de tout ce qui est grand. Savoir vivre en dehors de sa personne, là est le but de tout instinct généreux.